Donc on continue cette session avec un deuxième enjeu, après l'enjeu des paradigmes, l'enjeu des bases de données. Et donc on a le plaisir d'avoir une session animée par deux chercheurs qui travaillent dans des startups différents. Donc on va commencer et qui vont aborder depuis deux points de vue l'enjeu des bases de données. Donc tout d'abord Xavier Navarro, on a le plaisir de t'accueillir pour nous parler de l'intérêt des bases de données open source. Alors, tu es chercheur à MyBrain Technologies, qui était une start-up basée à l'ICM et montée par Johan Attal. Et donc, tu vas nous parler des intérêts des bases de données open source pour la recherche en neurofeedback et en interface cerveau-machine. Bonjour à tous. Vous m'entendez? Parce que moi, j'ai pas de voix, en fait. C'est le frigo de François qui m'a refroidi la gorge. Et c'est une pharyngite au mauvais moment. Donc, merci à Jean-Arthur et à Fabien de m'avoir invité à cette journée très intéressante, très riche en contenu et avec des présentations très intéressantes. Moi, de mon côté, je veux parler d'une recherche très différente. C'est une recherche sur comment un phénomène émergent comme celui de l'open data a une influence, un impact sur notre communauté, la communauté neurofeedback et interface cerveau-machine. Donc, c'est-à-dire, où est-ce que nous sommes par rapport au partage, à l'ouverture de nos données. Donc, une bonne partie de ma présentation se base sur un sondage que peut-être vous avez déjà vu et participé. Merci déjà aux participants. Et donc, là, le sondage a par but de connaître vos habitudes, vos expériences, vos craintes, vos expectatives par rapport au partage de données. Et finalement, c'est pour répondre à cette question. Donc, quel est l'intérêt des données open source dans notre communauté? Donc, au lieu de voir des équations, des signaux, etc., vous allez voir plutôt des pourcentages dans des camemberts, comme si c'était une soirée d'élection présidentielle. Et heureusement qu'on ne va pas parler politique. Je me permets de commencer avec cette image hyper connue. Désolé d'être pas très original. Mais nous sommes bien à l'ère du big data, comme disait bien Jean-Arthur. Et nous générons tous les secondes des tonnes, des quantités mastodontiques d'informations jusqu'au point de ne pouvoir avoir la capacité ni d'assimiler ni d'analyser tout ce que nous générons. Les neurosciences, bien entendu, y compris le monde de neurofeedback et interface cerveau-machine, n'échappe pas à ce phénomène. Et les sources, enfin les générateurs d'informations se comptent par milliers. Donc on pensez à tous les hôpitaux, tous les centres de recherche, même des particuliers. Donc, là, ça représente une source de connaissances et de progrès incroyable si ces données sont de quelque manière rendues et exploitées. Mon pécho ici. Donc tout ça pour dire que la donnée a une vocation d'être ouverte, vocation à être ouverte à tous et accessible pour générer un bien public. Donc justement, le mouvement Open Data est né de ces constats. Les données doivent être ouvertes pour tout le monde, depuis n'importe où et pour n'importe quel propos. Bien sûr, à condition d'un respect de la privacité et d'autres, disons, contraintes légales. Mais en tout cas, ça a trop de mécanismes de contrôle.
En particulier, les données de recherche sont considérées par plusieurs organismes un bien public. Donc, par exemple, le UK Research Council, dans sa déclaration de principe sur les données, il préconise l'ouverture des données issues des projets de recherche financés par des fonds publics sans trop de restrictions légales et constat très intéressant, in a timely and responsible manner, que ça veut dire en gros au bon moment et au bon format. Également, les autorités européennes ont constaté cet intérêt d'ouvrir les données et ressources scientifiques pour le bien commun. Et plus récemment, comme vous savez, dans le cadre de H2020, il y a aussi des consignes précises, des templates, des instructions pour partager les données. Et que d'ailleurs, il vaut mieux faire si vous avez des fonds H2020 parce que vous êtes sinon exposé à des sanctions. Les objectifs d'Open Data sont par ailleurs similaires à d'autres mouvements qu'on appelle d'ouverture, tels que l'Open Access, donc donner accès libre à toutes les publications, à l'Open Source. Après, Jonas il va en parler plus en détail. Donc, c'est donner accès libre au software et aux outils d'analyse. Open Method, un protocole, donc c'est donner des consignes claires de qu'est-ce qu'on utilise comme méthode d'analyse. Et Open Hardware, donc par exemple OpenBCI, on connaît bien ce qu'il y a dans tous les composants au lieu d'avoir des boîtes noires. Donc tout ça, c'est la fondation de ce qu'on appelle l'Open Science, qui justement a par but rendre la science accessible et transparente et reproductible. Donc, en pratique, qu'est-ce qu'on trouve en données ouvertes? Là, j'ai fait une petite recherche. Je ne savais pas trop, j'avoue, je ne savais pas trop où il faut les chercher. Et j'ai trouvé un portail, le North Science Information Framework. Je ne sais pas si vous le connaissez, mais ça vaut le coup se balader là-dedans, parce que là, c'est vraiment intéressant. Il propose à peu près 1 million de ressources, parce que c'est un portail qui centralise à peu près 300 portails de ressources en neurosciences. Donc, pour avoir une idée, un portail, c'est toutes les données d'H2020 ou toutes les données de Fusionet. Donc, c'est pas mal la puissance de cet portail. Après, il y en a d'autres, mais je fais une petite recherche là. Et c'est un projet, une initiative américaine qui a commencé en 2008. Et on peut la considérer comme le portail des portails de neurosciences. Après, je me suis dit, je vais taper ces mots-clés: interface cerveau-machine et neurofeedback, bien sûr avec toutes les variantes, interface cerveau-ordinateur, biofeedback cognitif, etc., etc., etc. Et je me suis rencontré avec 668 enregistrements dans 3 repositoires. Donc, repositoire, c'est par exemple Fusionet. Après, je n'avais pas une référence pour dire si c'est beaucoup ou pas. Donc, je me suis dit, je vais chercher qu'est-ce qui se passe si je cherche
imagerie, enfin, résonance magnétique fonctionnelle. Et donc là, je me suis retrouvé avec 100 fois plus de données. Après, on peut bien sûr dire que c'est pas le même domaine, c'est des techniques différentes, mais bon, neurofeedback, il y a de neurofeedback avec IRMF et vice-versa. On peut trouver les deux confondus dans les deux, mais bon, en tout cas, ça sert pour avoir une idée de ce qu'on trouve en données ouvertes pour chaque domaine. Et après, je me suis dit, est-ce que ça se correspond avec le numéro de publication que je suis allé sur PubMed. Et là, depuis les années 90, pour IRMF, je trouve 44 000 publications. Pour toutes les publications interface cerveau-machine neurofeedback, je trouve 5800. Donc là, l'écart, c'est à peu près de 10. Donc 100 fois plus de données, 10 fois plus de publications. Après, il y a quelque chose qui ne colle pas. Donc je me suis dit que peut-être la réponse, on pourrait l'avoir dans la communauté. J'ai voulu que la communauté s'exprime, ils disent avec quelques questions, pour voir si on peut répondre à ces gaps-là qu'on trouve par rapport aux données. Donc j'ai préparé un sondage, comme je disais avant. Je l'ai diffusé dans différents réseaux du domaine neurofeedback interface cerveau-machine, donc Neurotech X, ResearchGate. Là, j'ai pu avoir un peu de connexion. Et il y a aussi ici dans les inscrits de cet événement. Et actuellement, il y a une cinquantaine de participations, c'est pas beaucoup. Mais bon, sachez que c'est encore ouvert, que si vous voulez diffuser, donc je vais continuer à recueillir des données, parce que je trouve que c'est intéressant de voir tous les retours. Donc, une première partie des données, c'était par rapport à l'occupation principale et affiliation. Donc, on voit déjà qu'on a un profil très hétérogène. On a pas mal d'étudiants doctorats, de praticiens et cliniciens, et des ingénieurs, développeurs, hackers, tout ça. Ça fait partie un peu 3/4 de la population. Après, il y a l'académie, des chercheurs de PI, après des positions un peu plus de CEO, de directeur de recherche et autres, des amateurs de la technologie, etc. Après, concernant l'affiliation, il y a une présence importante des institutions académiques, des institutions de santé, des startups. Enfin, c'est varié finalement, c'est assez varié. Après, j'ai demandé aussi s'ils sont membres d'une initiative ou une association en lien avec le neurofeedback et interface cerveau-machine. Et bon, il y a une prédominance de corticaux parce que bien sûr, l'enquête a été diffusée ici. Bon, il y a pas mal de gens qui sont nulle part attachés, 23%. Et on trouve Neurotech X, BCI Society, voilà, entre autres. Il y a aussi des contextes de recherche très variés. La science cognitive est prédominante, la psychiatrie, la psychologie, la neuroinformatique et tout ce qui est l'application en neurosciences appliquées, traitement de signal, etc. Donc une fois plus, c'est très varié au niveau de discipline et aussi spécialité, avec une prédominance de neurofeedback et interface cerveau-machine comme on s'attendait.
mais aussi voilà, d'autres spécialités, comportement, même art digital. Voilà. Et finalement, les applications cliniques sont aussi variées. Donc, d'anxiété à dépression, troubles d'attention, handicap mental, troubles neurologiques comme l'épilepsie, etc. Donc c'est très varié. Et concernant les modalités de l'acquisition des signaux, les signaux avec on travaille, sans surprise, c'est le EEG qui gagne. Mais il y a aussi d'autres modalités donc électrophysiologiques, cardiaques, EMG et autres signaux qui sont un peu moins répandus. Les gens sont assez au courant qu'il y a des outils open source aussi. En gros, il y a 82% des gens qui utilisent des outils open source, pas exclusivement, mais quand même ils connaissent et ils les utilisent. Et aussi, ils sont familiers aux outils open hardware. Mais bon, concernant nos habitudes de partage de données, là c'est intéressant parce que j'ai voulu savoir si les gens partagent par défaut. Donc tout ce que j'enregistre systématiquement, je le partage dans un repositoire public ou voilà, un portail. Voilà. Et voilà, qu'est-ce que vous en pensez? J'avais un a priori, mais bon. 5% des gens partagent par défaut ces données. Ça, c'est pas beaucoup. Mais bon, quand même, j'ai voulu savoir si les gens ont quand même un esprit de partage avec des équipes proches ou qu'on s'est demandé par des publications qui demandent parfois de donner à disposition les données. Et là, quand même, il y a de l'espoir. Il y a 40% des gens, quand même, qui a partagé à l'extérieur ces données. Mais il y a quand même un 60% des gens qui ne partagent pas. Ou c'est pas son réflexe. Et là, j'ai voulu savoir qu'est-ce qui se passe là. Et là, c'est intéressant de voir que il y a 47% des gens qui ne le font pas pour des raisons politiques, que son entreprise ou son institution, ils ne sont pas clairs par rapport au partage des données et dans le doute, ils ne partagent pas. Après, il y a un 40% qui se dit je ne le fais pas parce que peut-être je ne me suis pas embêté ou ça m'intéresse, mais je ferai ça, mais bon, peut-être ça prend du temps, je le ferai plus tard. Et puis il y a un 13% inquiétant qui ne le fait pas pour partir. Voilà, peut-être que ils ont un trouble de possession de données ou une sorte de data having disorder, un truc, une nouvelle maladie. Mais bon, ils ont le droit. Et c'est pour ça qu'il y avait une série de questions dans le questionnaire, que c'était pour montrer les bénéfices potentiels de partager les données. Et voilà, ces questions, c'était les possibles réponses, c'était si vous étiez motivé pour des potentiels avantages qu'il peut y avoir. Donc la première question, c'était partager les données va accélérer, va booster la recherche en BCI et neurofeedback.
Donc quand même, les gens sont assez chauds, que 86%, c'est pas mal. Après, est-ce qu'on peut générer de la nouvelle connaissance? Est-ce qu'on peut réutiliser les données et avec ça sortir de nouvelles publications? Oui, les gens pensent que oui, quand même. Est-ce que les données, partager les données va favoriser l'échange entre différents laboratoires? Pareil, les gens, la plupart disent que oui. Et voilà, plein d'autres questions. La réplication des résultats. Après, il y a une question que pour connaître le bénéfice et le risque de thérapie, que là, ça serait peut-être intéressant de décortiquer les cliniciens des chercheurs un peu fondamentaux. Et puis, ce qui est un peu inquiétant pour nous, pour les industriels, c'est que les gens ne voient pas trop d'intérêt à partager les données dans un cadre de collaboration industrielle. Bon, c'est à parler. Et bon, et finalement, les challenges. J'ai voulu savoir qu'est-ce que les gens craignent ou quelles sont les inquiétudes. L'inquiétude la plus importante, c'est les questions éthiques. Après, aussi, il y a des gens qui s'inquiètent le fait que les données vont être utilisées par des fins non scientifiques. Et après, les gens sont moins inquiets sur le fait que leurs données ne sont pas reproductibles ou pas intéressantes, ou même qu'ils vont perdre de la compétitivité. Des gens qui pensent qu'ils vont se faire escouper en publiant ces données. Donc là, c'est quand même, les gens sont assez mentalisés qu'il y a un esprit de recherche et assez honnête. Et voilà, ici, les gens montrent aussi ces difficultés, surtout des questions légales, de RGPD, etc. Par exemple, le temps à préparer les données, c'est un sujet important. Et trouver le bon serveur. Et après, les gens sont moins inquiets sur trouver le bon format pour partager les données. Et finalement, les gens ils ont utilisé des données d'un tiers, surtout ils disent qu'ils ont trouvé des qualités moyennes, que le fait d'analyser des données larges, ça pose des soucis. Et voilà, d'autres arguments qui difficultent un peu l'utilisation de les données d'un tiers. Tout ça va être publié avec un rapport un peu plus étoffé, parce que là je pense que ça vaut le coup de faire attention aux données. Et pour finir, un petit mot sur l'open data. Donc c'est clair que déposer les données brutes, ça ne suffit pas. Il faut assurer un minimum de qualité, assurer un standard lisible. Dans ce sens, je pense que l'on est dans la bonne voie. Les gens, rappelez-vous du 40% des gens qui veulent partager. Mais il y a un aspect fondamental que c'est un des piliers de l'open data. C'est que ça ne sert à rien de partager ces données si après on ne peut pas les exploiter et sortir d'ici en connaissance. Et pour ça, c'est fondamental d'avoir à disposition d'outils de visualisation, d'analyse. Et pour ça, on a besoin de mobiliser d'autres collectifs, de hackers, de développeurs. Donc il faut qu'on se mette tous d'accord pour rendre vraiment les données exploitables. Donc c'est tout. Merci de votre attention et partagez vos données.